Bonsoir, je suis Alain Bosetti, je suis le président du salon SME. Je prends la parole 1 minute pour laisser surtout la scène à Hugo Paul. On vit un moment pas facile actuellement en France au niveau politique. Je pense que j'apprends rien à personne, ça c'est le bordel. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup d'hommes politiques qui disent « nous devons faire société ». Vous l'avez peut-être entendu dans les médias, ça. Donc c'est une société totalement fracturée. Ils n'arrêtent pas de dire il faut faire société et avec leur ligne rouge. Et en fait, c'est compliqué, hein, cette France éclatée. Et avec Hugo, je lui ai demandé d'intervenir parce que lui, là, il va vous dire pourquoi il a intervenu. Il s'est immergé dans des tribus, dans des communautés en France et en Europe pendant 1 an, après ses études. Et il va partager avec vous toutes les caractéristiques de ce qui fait tribu. Et une tribu, c'est évidemment beaucoup plus humain, à taille humaine, proche que faire société, qui est un grand mot et qu'en plus qu'on s'emploie à détruire. Et donc, pendant les 35 minutes que Hugo va passer avec vous, il va partager son expérience et il va vous donner les clés, comment on fait pour gérer une communauté, pour la faire vivre et faire tribu, à défaut de faire société. Je vous demande d'applaudir Hugo Paul. Et à tout à l'heure. Donc le programme, quand Hugo a fini, restez ici, on va être retenus par d'autres personnes. Nous remettrons les trophées des initiatives innovantes de tribus, réseaux, collectifs, clubs. Ensuite, j'animerai un speed business meeting géant ici. Et après, on a un apéro networking. On va pouvoir discuter autant que nous le souhaitons. Merci Hugo, c'est à toi. Merci Alain pour l'invitation et pour cette présentation. Et bonjour à toutes et tous. Toujours impressionnant d'être sur scène avec ces gros éclairages. Là, je vois personne. Je me présente, je m'appelle Hugo Paul et j'ai la chance d'avoir comme métier d'être explorateur de communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon métier, c'est de m'immerger dans des collectifs assez hors du commun, des monastères, des peuples premiers, des écoles dans la forêt, des refuges pour migrants, avec un seul et même objectif, étudier comment mieux faire ensemble, étudier comment mieux vivre ensemble, afin de répondre aux enjeux de notre époque. Et aujourd'hui, avec vous, là, pendant les 35 minutes qu'on m'a données, j'aimerais qu'on vive en partie cette exploration. Que ces différentes immersions que j'ai eu la chance de vivre, j'aimerais vous les faire vivre à votre tour et qu'ensemble, collectivement, on aille voir ce qui fonctionne au sein de ces communautés pour ensuite, et c'est ça le plus important, se l'approprier. Mais avant de commencer cette exploration, il est important de savoir avec qui on va explorer. Et donc, j'aimerais que vous retourniez avec la personne qui est derrière vous ou devant vous, pas à côté parce que je sais que vous êtes venu avec votre pote, et que la personne qui est derrière vous, vous lui demandez « c'est quoi le dernier moment marquant que tu as vécu en tribu ?» C'est parti. Merci. Je vais vous inviter à revenir sur scène. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un cocktail ensuite. Donc, si vous avez envie de discuter, il y aura ce qu'il faut. Et en plus, vous pourrez manger et boire en même temps. C'est quand même mieux. Maintenant que vous en savez un peu plus sur vous et avec qui vous avez exploré, j'aimerais vous en dire un tout petit peu plus sur moi et surtout répondre à certainement des questions qu'il y a dans l'ancien en disant « mais c'est qui ce petit gars qui est en face de moi et qui va nous apprendre à faire communauté? Comment on s'intéresse au sujet des collectifs ?» Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que rien ne me prédestinait réellement à devenir explorateur de communauté. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, je n'ai pas vraiment la carrure du grand explorateur. Je ne sais pas si vous voyez ce genre de 3/4 là. Ça, pas explorateur. En fait, j'ai eu un parcours extrêmement classique. J'étais bon en maths, alors j'ai fait une école d'ingénieur. Arrivé en école d'ingé, j'ai eu en face de moi, comme toute une partie de ma génération, mais en vérité, comme de nombreuses générations, une première crise. Cette crise, c'est la crise écologique. Un ami m'a mis dans les mains ce livre, « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, qui explique grossièrement que la société actuelle, basée sur l'extraction des énergies fossiles, va à sa perte.
Et ça a été pour moi comme si le monde que j'avais construit depuis mes 20 ans commençait à s'effondrer. Un premier pilier qui s'effondre. Et ce premier pilier, c'était une série de beaucoup d'autres piliers qui se sont effondrés. Je me suis intéressé au GIEC, ce groupement de scientifiques internationaux qui nous explique le dérèglement climatique, puis ensuite l'IPBES sur plutôt notre écosystème avec la biodiversité, puis ensuite les travaux de Guillaume Pitron sur les métaux rares et en gros tout ce qu'on a dans nos poches qui explique comment ça fonctionne et surtout comment on les produit et détériore gravement notre planète. Puis sur les travaux économiques de Cathy Worth qui là nous explique que notre économie capitaliste, pareil, va à sa perte. Chacun de ces livres, pour moi, c'est un pilier qui s'effondre. Et vous savez, face à la peur, notre corps il peut avoir différentes réactions. Soit il peut fuir, soit il peut se figer, soit il peut agir. Et la chance que j'ai eue, et sincèrement je le prends comme une chance, mais la chance que j'ai eue, c'est que mon corps s'est plutôt mis à l'action. Alors, peut-être, je l'avoue, de manière un peu désordonnée, mais j'ai tout fait pour agir à mon humble échelle, essayer d'apporter une petite solution aux enjeux que je voyais devant moi. Alors, j'ai d'abord testé les leviers académiques où j'ai formé des enseignants et des étudiants aux enjeux environnementaux. J'ai testé le levier politique en faisant des propositions de loi avec des députés, des sénateurs pour que ces enjeux environnementaux soient directement dans nos cursus d'école d'ingénieurs, de commerce, dans les facs. J'ai testé également le levier économique, un levier que vous connaissez très bien, mieux que moi. Bon, à l'époque, j'étais étudiant, je voulais remettre la consigne, du coup, je me suis dit, je vais avoir un focus, les bouteilles de bière. Ça a plutôt marché. Et puis, je me suis dit, avant tout, on est tous des citoyens, des citoyennes, donc comment on peut créer du réseau? Comment on peut s'entraider entre acteurs du changement? Et ça a été 5 années d'engagement véritablement incroyable pour moi, mais 5 années où, vous l'avez vu, j'ai testé plein de choses. Et donc, à quelques mois de recevoir mon diplôme d'ingénieur, je décide d'aller marcher 3 jours seul pour prendre du recul, voir ce qui a fonctionné ou pas dans toutes ces initiatives. Et en marchant, au fur et à mesure des jours, je me rends compte d'une chose. Je me rends compte que de toutes ces initiatives, qu'elles soient académiques, politiques, citoyennes, économiques, toutes ces initiatives, elles reposent sur une chose, le collectif, notre capacité à faire ensemble. Le collectif qui a cet incroyable pouvoir de faire de la plus petite des idées un véritable changement sociétal, mais aussi le collectif qui, s'il n'est pas bien huilé, si on n'a pas les bons outils, les bonnes méthodes, eh bien la plus belle des idées, et je suis sûr que vous en avez en tête, la plus belle des idées, ça peut devenir un véritable fiasco. Donc je me renseigne. Comment on fait ensemble? Comment on transforme une petite idée en un véritable changement sociétal? Et là arrive ma deuxième crise, la crise du nous. 3 chiffres pour vous le montrer. Premier chiffre sur lequel je tombe, 10 millions. 10 millions, c'est le nombre de Français qui se sentent seuls en France. Deuxième chiffre, 40%. 40%, c'est le taux d'empathie qui a baissé en 30 ans. L'empathie, c'est quoi? C'est notre capacité à faire ensemble, à se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est des universitaires américains qui ont étudié ça, qui ont vu au fur et à mesure des années que les étudiants américains avaient de plus en plus par exemple, de mal à se mettre à la place de l'autre. Et le dernier chiffre, ça c'est celui qui me fait le plus flipper, 79%. 79%, c'est le pourcentage de Français qui pensent qu'on ne se méfie jamais assez d'autrui. Ouais, je sais, j'ai plombé l'ambiance. Mais quand on voit ces chiffres-là, on comprend bien la crise du nous. On comprend bien qu'on est à un moment de l'histoire où il n'a jamais été aussi important de coopérer. Puisque moi, je suis rentré dans les enjeux écologiques, mais il y a bien sûr les enjeux économiques, les enjeux technologiques, les enjeux géopolitiques. Aujourd'hui, on n'est plus jamais conscient. Tous ces enjeux-là sont avant tout des enjeux systémiques. Ça veut dire que par définition, on a besoin de tous les acteurs du système pour y répondre. Aucun de ces enjeux-là, on pourra y répondre en silo. On est donc à un moment de l'histoire où il n'a jamais été aussi important de coopérer. Mais au même moment de l'histoire, on n'a jamais aussi peu su coopérer. Alors,
face à ce double constat assez accablant, j'ai eu cette quête d'aller retrouver cet art de faire ensemble, cet art de faire tribu. Et donc, pendant plus d'1 an, je suis allé m'immerger dans des communautés aussi diverses et variées que des monastères, des peuples premiers et des écoles dans la forêt. Et aujourd'hui, avec vous, j'aimerais qu'on se reconnecte à ces différentes communautés. Et pour faire cette exploration, je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin que vous fermiez les yeux. Fermez les yeux et imaginez. Imaginez un grand et magnifique voilier. Imaginez le doux murmure de l'eau caressant sa coque. Imaginez le soleil qui se couche, ses rayons créant des éclats scintillants sur les vagues. Ressentez l'odeur marine, cette senteur salée qui vient jusqu'à vos narines, ce vent qui gonfle vos cheveux. Nous sommes aujourd'hui près d'une centaine sur ce grand 3-mâts. 100 personnes réunies côte à côte avec une profonde conviction. Cette conviction que face à tous ces enjeux, il n'est plus jamais important d'entreprendre. Sur ce grand 3-mâts, le vent commence à se lever. Les voiles de notre bateau se lèvent et nous arrivons au sein de notre première communauté. Cette communauté, elle est à la frontière entre l'Italie et la France. C'est un refuge un peu particulier, puisque c'est un refuge qui accueille chaque année des milliers de personnes en situation d'exil. Je vous laisse ouvrir les yeux et découvrir notre première communauté, le refuge solidaire. Si je vous amène dans ce refuge, c'est pas pour parler d'humanité face à ces centaines de personnes qui arrivent chaque jour, mais pour vous montrer l'importance d'un principe, celui de l'accueil. Ce refuge, pour vous imaginer un peu, il y arrive bien souvent de nuit. La frontière entre l'Italie et la France, pour ceux qui connaissent un peu, c'est assez montagneux. Ils passent par le col de l'Échelle, à travers des Alpes. Puis ils arrivent là, après avoir traversé cette frontière, avec à leurs pieds bien souvent des tongs, et bien souvent rien de tel que juste à pieds nus. Et puis ils arrivent dans ce refuge avec une détresse physique et psychologique importante. Et dans ce refuge, qui a une capacité d'accueil de 80 personnes, eh bien, ils en accueillent en moyenne 200 personnes. Il faut donc imaginer un refuge dans lequel il y a énormément de choses à faire, entre l'accueil de ces personnes, la gestion administrative, la gestion des lits, la gestion aussi des blessures, la gestion des conflits, parce qu'il faut imaginer 200 personnes dans un lieu qui peut en accueillir 80, avec des dizaines de cultures et des dizaines de langues, forcément il y a des conflits. Bref, c'est une sorte de grande fourmilière. Pourtant, c'est dans cette communauté que j'ai vu le plus d'importance portée à l'accueil. Cet accueil qui est au centre de chaque communauté. Souvent, lorsque je dis c'est important d'accueillir, on me dit bah bien oui, bien sûr, parce qu'on ne peut faire qu'une seule fois une première bonne impression. Certes, oui. Mais l'accueil, c'est bien plus que ça. L'accueil, c'est le moment où vous pouvez poser les briques de la coopération. C'est le moment essentiel pour lorsqu'une personne arrive dans un groupe, vous pouvez lui donner les outils pour qu'ensuite elle puisse coopérer. Mais alors, quels sont ces différents outils ?
quels sont pour vous les ingrédients essentiels pour coopérer? On a tous et toutes déjà été accueillis, plus ou moins bien dans un groupe. Qu'est-ce qui, selon vous, est essentiel à mettre dès l'accueil pour ensuite coopérer? Confiance, bienveillance, le sourire, celui-là je l'aime bien. J'en avais entendu un que je n'ai pas entendu là. La sincérité. Le cadre, l'ouverture, il y a un bonbon à terre, pardon. Les valeurs, oui. Un repas. Là-bas, il va falloir parler plus fort. C'était pas pour ça? La sécurité, je l'adore. Pardon? S'intéresser. L'écoute. L'authenticité. La disponibilité. Objectif commun, se connaître et un binôme. Ah, on va l'aborder celui-là. L'intelligence sociale, oui. Se mettre au même niveau. J'aime beaucoup. L'empathie. On l'a vu, en plus, on en a pas mal en ce moment. L'accompagnement continu et le don. Vous êtes trop fort. Hein. Et un objectif, but commun. Bon, dans tout ce qui a été dit, vous imaginez bien, je ne peux pas en enlever. Je ne peux pas dire, ah bah ça, non, on n'a pas besoin pour coopérer. Par contre, ce que j'aimerais vous apporter, c'est 3 piliers qui sont pour moi essentiels à la coopération. Ces 3 piliers, ils ne viennent pas de moi, ils viennent de 2 biologistes, Gauthier Chapelle et Pablo Servigne, qui ont fait une méta-analyse sur la coopération dans le vivant. C'est-à-dire quoi ce gros mot? C'est-à-dire qu'ils ont pris des centaines d'études scientifiques qui étudiaient comment le vivant coopérait, comment les arbres coopèrent, comment les animaux coopèrent, et parmi les animaux, comment nous, êtres humains, nous coopérons. Ils en ont ressorti 3 piliers qui revenaient régulièrement dans ces études. Les 3 piliers sont les suivants: la sécurité, la confiance, et le dernier n'a pas été dit de cette forme-là, mais de plein de manières différentes. Le 3e pilier, c'est la légitimité. 3 piliers pour la coopération: sécurité, confiance, légitimité. Tout d'abord, la sécurité. Si on devait garder qu'un seul pilier, ce serait celui-là. Pourquoi? Parce que sans sécurité, il ne peut pas y avoir de lien à l'autre. Lorsque je me sens menacé, mon attention est portée à est-ce qu'il n'y a pas une menace autour de moi? Dès que je suis dans un cadre de sécurité, alors mon attention passe de sentiment de fermeture à un sentiment d'ouverture. C'est simple, on peut prendre la pyramide de Maslow, donc, qui hiérarchise les différents besoins. Premier besoin physiologique, deuxième besoin, pardon, c'est la sécurité, et le 3e besoin, appartenance. Pour avoir besoin d'appartenir, il faut d'abord que le besoin de sécurité soit rempli. C'est donc la sécurité, un cadre qui est essentiel. Sécurité physique, mais vous qui animez des communautés, sécurité psychologique. Notre étude, pour vous le montrer, l'étude de Google. Aristote, peut-être que ça vous dit quelque chose. Ils ont essayé de comprendre et d'étudier qu'est-ce qui faisait que leurs équipes étaient efficaces. Alors, à la méthode Google, ils ont fait plein de data sur le sujet pour voir qu'est-ce qui rendait leur équipe efficace. Eh bien, le premier facteur, c'est la sécurité psychologique. Savoir dire « je ne sais pas », savoir dire et demander et poser des questions. Tous ces éléments-là sont des éléments qui permettent aux personnes de mieux coopérer, mais pour cela, avant, il faut une sécurité psychologique. Premier pilier, sécurité. 2e pilier, la confiance. La confiance, c'est quelque chose de magique. Pourquoi? Parce qu'elle est à la fois intime et contagieuse. Intime tout d'abord. C'est beaucoup plus simple de créer de la confiance avec une personne qu'avec un groupe tout entier. C'est pourquoi lorsque vous accueillez quelqu'un, et ça a été dit, donnez-lui un binôme, donnez-lui un premier repère, une première personne avec qui la confiance va pouvoir se faire. Et ensuite, la confiance, elle est contagieuse. Ça, c'est la fameuse expression « les amis de mes amis sont mes amis ». Si j'ai confiance en une personne A qui a confiance en une personne B, moi, je vais beaucoup plus facilement avoir confiance en la personne B. Et donc, ce binôme, comment ensuite vous pouvez diffuser ces liens de confiance dans la communauté? C'est ce que fait
par exemple, le refuge solidaire. Le refuge solidaire, lorsque quelqu'un arrive au refuge, à toute heure du jour ou de la nuit, il y a une personne pour l'accueillir. Une personne qui est là pour la prendre dans un bureau, sentiment de sécurité, et ensuite lui poser différentes questions, l'écouter, ça a été dit, lui donner un sourire, bref, créer de la confiance avec cette personne. Et ensuite, une fois que cette confiance elle est créée, ils vont la diffuser. C'est ce qu'ils appellent les bulles de confiance. On a tous et toutes déjà fait des bulles de savon. Déjà, une bulle de savon, pour la faire, ça prend du temps. Il faut souffler légèrement et puis la boule se forme. Et puis, souvent, en tout cas moi je le faisais quand j'étais petit, quand il y a plusieurs bulles, on essaye de les assembler. Mais si on essaye d'assembler 2 bulles de savon de manière hyper rapide, qu'est-ce qui se passe? Elles éclatent. Pour qu'elles en forment plus qu'une seule ou qu'elles se collent comme ça, il faut les poser délicatement. Eh bien, c'est exactement ce que fait le refuge solidaire. Ils créent leurs bulles dans l'espace de sécurité et ensuite, avec ces différentes bulles de confiance, ils vont les rapprocher. Et donc la personne qui est dans le bureau, ils vont lui dire « Ah bah tiens, je connais quelqu'un dans le refuge qui vient d'arriver, qui a le même parcours que toi. Ah bah tiens, vous avez le même hobby, vous avez les mêmes galères administratives. » Et comme ça, les différentes bulles viennent se connecter et viennent en former plus qu'une seule et créer une confiance généralisée au sein de la communauté. C'est donc un élément qui est important, créer une bulle et ensuite la diffuser. Donc on l'a dit, premier pilier, sécurité, deuxième pilier, confiance, troisième pilier, légitimité. Alors moi, quand j'ai découvert ça, la légitimité, pour moi, c'était quelque chose, un gros mot, un peu flou, dans lequel j'avais du mal à savoir ce qu'il y avait derrière. Et en fait, en me renseignant, je me suis rendu compte que depuis 24 ans, j'avais la mauvaise définition de la légitimité. Pendant 24 ans, je pensais que être légitime, c'était se sentir à sa place. Mais en fait, être légitime, c'est pas ça. Être légitime, c'est se sentir à sa place, mais aussi et surtout sentir que les autres acceptent la place à laquelle je suis. Et ça, c'est le plus important. Quand on gère une communauté, lorsqu'on anime un groupe, si la personne qui entre dans votre communauté, vous faites tout pour qu'elle se sente à sa place, mais que toutes les autres personnes autour d'elle lui rejettent le fait qu'elle n'est pas à sa place, alors impossible de coopérer, impossible de faire ensemble. Votre rôle, c'est donc tout autant de donner les outils et les méthodes pour que la personne se sente à sa place, mais aussi de donner les outils et les méthodes pour que les personnes acceptent la nouvelle place de cette personne. Et pour ça, moi, il y a un outil que j'aime beaucoup, c'est chez les scouts. Est-ce qu'il y a des scouts dans la salle? Levez la main. Ah, génial. Il y a toujours des scouts dans les salles. Vous êtes incroyables. C'est vrai, hein, 64 millions dans le monde. Les scouts et guides de France, notamment, mais tous les scouts, ils ont des badges. Les badges scouts. Les badges scouts, c'est un super outil de création de légitimité parce qu'il crée la légitimité à ces 2 échelles. Un badge scout, c'est quoi? Lorsque l'on a fait une formation ou une expérience particulière, on a le droit de recevoir un badge qui vient certifier cette formation. Et ensuite, lorsque la personne a ce badge, le jeune va prendre le temps de coudre ce blason sur la blouse. Elle prend donc le temps de se sentir légitime et à sa place. Et ensuite, une fois que le blason est sur la blouse, eh bien, les autres personnes du groupe peuvent le voir. Et donc, dans un groupe scout, si une personne fait un malaise, on ne va pas passer 10 minutes à savoir qui est la personne la plus légitime ou non de faire les gestes de premier secours. La personne qui a le badge va se sentir légitime d'agir et les autres personnes autour vont la laisser agir. Et là, c'est un point extrêmement important. C'est qu'ils ne vont pas freiner son initiative. Et je pense que vous le savez tout aussi bien que moi. Dans un groupe, le plus dur, ce n'est pas de faire prendre des initiatives aux gens. C'est de ne pas laisser les autres freiner l'initiative. C'est ça qui se passe. Donc, créer la légitimité, c'est permettre aux personnes de prendre des initiatives, mais surtout que les autres ne la freinent pas. Donc, 3 piliers, sécurité, confiance, légitimité. J'aimerais maintenant qu'on fasse un peu de biologie. Qu'est-ce que c'est? Il y en a qui ont bien révisé leur cours d'SVT quand même. Une cellule, qu'est-ce que ça a? Un noyau,
et... Voilà, j'ai toujours réussi, je me sens prof des études. Une membrane. Quelles sont les fonctions de la membrane? Protection, connexion, échange, filtrer, limiter, transmission, on est sur les mêmes thèmes, donner une forme, identifier, alimentation. Il y en a un dernier, c'est que ça s'auto-constitue. Ça a 5 fonctions, une membrane. Contenir, protéger, garantir une identité, filtrer les échanges avec l'extérieur et s'auto-constituer. 5 fonctions essentielles pour une membrane. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que tout collectif, c'est comme une cellule. On a besoin d'une membrane. Tout collectif a besoin d'une membrane pour savoir ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur, contenir, protéger, c'est l'individu, garantir une identité. Et ça, je pense aux différentes personnes qui ont soit des entreprises ou des collectifs. C'est beaucoup plus simple de travailler avec quelqu'un si on sait qu'est-ce qu'elle fait, comment elle le fait. C'est le principe de votre membrane. Si vous arrivez avec une entreprise où vous savez pas trop qui y travaille, vous ne savez pas trop comment elle fonctionne, ça va être compliqué de travailler avec eux. Donc une membrane, et j'insiste sur ça, c'est que ça n'enferme pas. Une membrane, c'est poreux. Il n'y a aucune cellule qui est complètement hermétique. Donc votre membrane, elle est essentielle, mais elle est poreuse pour créer des échanges avec l'extérieur. Puis le dernier point que je trouve très intéressant et qui peut peut-être nous aider en tant que collectif humain, c'est que ça s'auto-constitue. Donc comment nous, notre propre membrane, on l'auto-constitue. Il y a une phrase très belle qu'a dit Barack Obama et qui dit « Si tout le monde est la famille, personne n'est la famille ». Et je pense que si on a compris ça dans sa communauté, eh bien, on a compris beaucoup de choses. C'est essentiel d'avoir ce sentiment d'appartenance pour que les personnes puissent s'engager et que ce sentiment d'appartenance, il ne doit pas enfermer, mais ouvrir, créer des ponts. Pourquoi c'est important de créer des ponts? Puisque c'est à la lisière de votre communauté, au niveau de votre membrane, qui a le plus de richesse. Pour vous le prouver, je vais vous faire une deuxième étude scientifique. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? C'est un marécage. Et un marécage, en termes techniques, on peut aussi l'appeler un écotone. Un écotone, c'est un espace entre deux environnements. Par exemple, le marécage, c'est entre la forêt et le lac. Entre la forêt et le lac, il y a le marécage, et ici, dans ces deux endroits-là, il y a ce qu'on appelle un écotone. Un écotone, c'est quoi? C'est un espace où va se mélanger les deux spécificités du milieu. La forêt et puis le lac. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ce qui a été prouvé, c'est que c'est dans les écotones qu'il y a le plus de biodiversité. C'est là où il y a le plus de richesse. Et moi, je suis persuadé que c'est dans les écotones humains qu'il y a le plus de richesse. C'est dans la lisière entre deux communautés qu'il y a le plus de richesse. C'est lorsque l'on va mélanger des entrepreneurs avec des chercheurs qu'il y a le plus de richesse. C'est lorsqu'on va mélanger deux générations qu'il y a le plus de richesse. C'est lorsqu'on va mélanger deux cultures qu'il y a le plus de richesse. Votre objectif, donc, lorsque vous faites communauté, c'est de certes définir votre membrane, mais aussi et surtout de créer des ponts entre les autres communautés. Et je pense que c'est aussi ça l'objectif d'aujourd'hui. Le rendez-vous des tribus, c'est quoi? C'est de rassembler les différentes tribus. Là, je pense qu'on a un petit écotone dans cette salle. Et dans cette salle où il y a plein de biodiversité, plein de richesses, qu'est-ce que vous allez en faire? Et un dernier élément que j'aimerais vous partager sur les écotones, c'est que comment on arrive à rassembler? Comment on arrive à rassembler ces différentes communautés entre elles? Parce que c'est bien d'avoir la volonté d'aller vers l'autre communauté, mais comment on le fait? Et bien pour ça, j'aimerais, donc ça c'est le message que j'aimerais vous parler, donc faire tribu entre nos tribus dans les écotones. Et pour ça, j'aimerais qu'on aille chez les Samis. Les Samis, c'est le dernier peuple autochtone d'Europe.
Ils vivent au nord de la Norvège, Suède et Finlande, dans un territoire qu'on appelle la Sápmi. Et sur ce territoire vivent aujourd'hui entre 70 000 et 100 000 Samis. Ils sont là depuis plus de 12 000 ans et ils transmettent leur culture de génération en génération. J'ai eu la chance de vivre là-bas pendant plusieurs semaines, presque 2 mois. D'abord avec des artistes, puis ensuite avec une famille d'éleveurs de rennes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les Samis, donc on l'a dit entre 70 000 et 100 000 personnes, ne sont pas toutes et tous éleveurs de rennes, mais c'était un peuple traditionnellement nomade qui voyageait de région en fonction des saisons. Ils suivaient leurs différents troupeaux. Et au travers de cette culture-là du nomadisme, la culture de l'élevage de rennes était vraiment au centre de leur culture. Alors je voulais comprendre comment, en tant qu'éleveur de rennes, on pouvait réussir à créer et surtout créer de la continuité entre cette culture. Et pour vous raconter la petite anecdote, c'est que j'avais tout prévu, j'avais des ethnologues, des chercheurs qui m'avaient mis en contact avec des éleveurs de rennes sur place, puis j'arrive, bien sûr, plus personne ne me répond. Donc j'ai l'air un peu d'un con comme ça, avoir fait 3 jours de train pour finalement ne voir personne. Et donc je me dis, comment je peux faire pour aller rejoindre ces différentes tribus? Et donc, avec mes 4 mois en tant que commis de cuisine, je me suis vendu comme chef cuistot français pour un festival qu'ils étaient en train de faire. Et je me suis dit, si je rentre dans le festival, ce sera le meilleur moyen pour créer du lien avec les communautés et ensuite qu'ils m'acceptent. Bon, première leçon, ne jamais mentir sur son CV, puisque au bout d'une demi-journée, ils se sont bien rendus compte que, à part éplucher des patates, je ne sais pas faire grand-chose. Mais ça ne m'a pas empêché de travailler pour ce festival et donc de créer du lien avec les différentes communautés. Donc là, c'était l'un des regroupements. Et d'arriver dans cette famille. Et dans cette famille, où ils élevaient des rennes, il y avait un moment essentiel, presque sacré, qui était en fait à l'origine de ces écotones, à l'origine de ce rassemblement entre les différentes tribus. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la force des Samis, c'est de savoir faire ensemble parmi leurs différentes sous-tribus. Quand on est 70 000 et 100 000, entre 70 000 et 100 000, bien évidemment qu'on ne forme pas qu'une seule et même communauté. Il y a plein de sous-communautés. Pourtant, elles dialoguent entre elles. Et dans ces dialogues, il y a un outil magique, c'est le feu de camp. Tous les soirs, on se retrouvait autour du feu. Et autour du feu, on palabrait. On est les plus anciens, partageaient leur histoire du temps d'avant. Les plus jeunes partageaient leurs questionnements sur ça veut dire quoi être Sami aujourd'hui. Mais surtout, ce qu'il y avait, c'était des liens. Des liens qui permettaient aux différentes communautés de faire ensemble. Et ce qu'il faut comprendre, et en tout cas moi, ce que j'ai compris au plus profond de moi, c'est que on n'aime que ce que l'on connaît. On est capable de coopérer avec des personnes que si on connaît les personnes. Et pour connaître ces personnes, il faut donc créer des espaces où on apprend à se connaître. Des espaces où, comme ce salon aujourd'hui, on va rencontrer des personnes, on va prendre un café, un déjeuner, un dîner, on passe des moments ensemble et ces liens sont ensuite les espaces de coopération. Mais il ne peut pas y avoir de coopération sans lien avant. Il ne peut pas y avoir de transmission sans lien avant. Il faut donc remettre de l'attention sur les liens, puisque c'est la base de tout, c'est la base de notre capacité à coopérer, à faire ensemble, et donc, in fine, à répondre aux enjeux auxquels on a envie de répondre. Et donc, lorsque j'étais chez les Samis et que je voyais ce feu de camp, je me suis fait une promesse. Cette promesse que lorsque je reviendrai en France, j'essaierai, comme je pourrais, de rallumer des feux de camp dans chaque endroit dans lequel je serai. Et donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est qu'on va allumer un feu de camp ensemble. Et pour ça, une nouvelle fois, je vais avoir besoin que vous fermiez les yeux. Fermez les yeux
Et j'aimerais que vous preniez le temps d'imaginer toutes les personnes qui sont autour de vous. Les personnes qui sont derrière vous. Qu'est-ce que vous avez en commun avec ces personnes ? Prenez le temps de visualiser chaque visage. Chaque regard que vous avez croisé aujourd'hui. Une fois que vous les avez en tête, j'aimerais que vous posiez une question. Qu'est-ce que je peux faire dès demain pour faire tribu ? Toutes les personnes avec lesquelles je fais communauté. Qu'est-ce que je peux faire dès demain ? Visualisez cette action. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Dès demain, vous vous réveillez. Qu'est-ce que vous faites pour faire tribu ? Qu'est-ce que vous faites pour entretenir ces liens ? Si vous visualisez, vous faites déjà la moitié de l'action. Dans vos circuits neuronaux, tout se passe. Visualisez et surtout ressentez. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites cette action-là ? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites tribu ? Et maintenant, imaginez toutes les personnes dans cette salle qui font également une action. Toutes les personnes qui, collectivement, font tribu. Imaginez cette chaîne de liens qui vous lie. Et dites-vous que si chacun et chacune d'entre vous fait ne serait-ce qu'une action, alors ce monde fraternel qu'on souhaite tous et toutes sera possible. Une fois que vous avez bien cette action en tête, j'aimerais que vous ouvriez doucement les yeux et qu'en ouvrant les yeux, cette promesse, eh bien, vous puissiez la connaître dès demain. Je vous remercie d'avoir joué le jeu.